Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce lundi, elle arrive en force, y compris en plaine. La neige va tomber dans les toutes prochaines heures. Météo France a lancé une alerte dans les départements du nord-ouest du pays. Nous verrons comment les autorités se préparent. Un procès très attendu, 6 ans après l'affaire de la viande de cheval dans des lasagnes. Un tel scandale peut-il se reproduire? Les consommateurs sont-ils mieux informés? Enquête dans quelques minutes. Un pays à deux vitesses, comment vit-on dans ce qu'on appelle la France périphérique, loin des grandes villes et des gisements d'emplois? Ce soir, reportage à Sedan, dans les Ardennes. Dans ce journal également, vous verrez comment organiser l'anniversaire de votre enfant sans aucun stress. Des sociétés se chargent de tout, les gâteaux, les toboggans et bien sûr l'indispensable trampoline. Enfin, nous irons enlacer le plus vieil olivier du monde. Planté au temps des Romains, près de Barcelone, il produit encore des olives parmi des milliers d'autres arbres vénérables. Moins 9 degrés dans la Marne, moins 7 dans le Nord, moins 4 à Paris, comme de très nombreux Français. Vous êtes sortis de chez vous ce matin emmitouflés. Une vague d'air froid en provenance d'Islande s'abat sur la France depuis hier soir. C'est la première depuis le début de l'année et elle va s'installer. Laurent Aubaine et nos correspondants en région. Longtemps ce matin, le givre a tenu et offert de beaux paysages de ce coin de la Meuse. De quoi rappeler à ceux qui l'auraient oublié que nous sommes au cœur de l'hiver et qu'enfin le froid s'installe, avec plaisir pour certains. Il fait bon, c'est normal parce que il fait bon là aujourd'hui. Il n'y a pas de vent, même si la température est basse, on n'a pas l'impression qu'il fait froid. Oui. Le soleil a fini de réchauffer des commerçants qui se sont installés sur ce marché bien avant 7 heures ce matin. Mais sur le plateau de Langres, un peu plus au sud, le ciel est resté couvert, moins 3 degrés ce matin, un froid sec et intense qui s'installe pour les jours à venir. En ville aussi, le froid n'épargne personne. Même sur une nacelle bien couverte, bien équipée, les pauses sont les bienvenues. On va pouvoir rentrer donc chez notre client, se réchauffer un petit peu, boire une boisson chaude et retourner après sur le travail. Sur cette aire du Grand Est, demain, le givre matinal devrait laisser sa place à quelques centimètres de neige et permettre ainsi de découvrir la campagne bourguignonne sous un autre jour encore. Des cumuls de neige jusqu'à 5 et peut-être même 8 cm sont attendus à partir de 5 heures du matin en Normandie et en Picardie, avant d'arriver vers 7 heures en région parisienne. Météo France, je vous le disais, a placé 24 départements en vigilance orange. L'an dernier, à cette même époque, des milliers d'automobilistes s'étaient retrouvés piégés. Certains avaient dû dormir dans leur voiture. Cette fois, les précautions ont-elles été prises? Réponse Henri Dreyfus et Fabienne Moncel. C'est l'axe que tous les Franciliens redoutent lors des épisodes neigeux. La nationale 118 et ses dénivelés se transforment souvent en piège lorsque la neige tient au sol. Cet après-midi, les automobilistes qui l'empruntent ont déjà pris leurs dispositions pour demain. On a l'habitude de la 118 bloquée, donc automatiquement, demain, on prendra les transports en commun. Je préfère rester tranquillement chez moi, donc je fais du télétravail. On sort pas demain, il y a de la neige. Alors on reste à la maison, on a fait nos courses, on est tranquille. Tous gardent en mémoire le 6 février 2018 et le chaos provoqué par d'abondantes chutes de neige. Ce soir-là, l'Île-de-France avait établi un record avec 739 km de bouchons cumulés. 2000 personnes s'étaient ainsi retrouvées bloquées toute la nuit. Une pente à 14% rend la progression des véhicules quasiment impossible en cas de neige. Tirant les leçons de ce désordre, certaines communes qui bordent la nationale comme Meudon ont établi un plan de circulation critique. 2 axes de déviation concentrent tous les efforts. Sur le plan, vous voyez que la nationale 118 se situe ici. Meudon est là en général. Et vous avez ici l'axe de la départementale qui est parallèle à la 118 qui sera maintenue ouverte coûte que coûte, quel que soit le niveau de neige attendu. 32 barrières interdisent désormais l'accès à la N118 en cas de neige. Les saleuses de la mairie de Paris se tiennent quant à elles prêtes. Dès cette nuit, elles déverseront du sel et de la saumure sur près de 1500 km de voies. Alors, il n'y a pas de risque de pénurie, il y a environ 6000 tonnes de sel et ce soir on va utiliser entre 150 et 200 tonnes de sel. Ce soir, la préfecture de police de Paris limite dès 6 heures demain matin la vitesse à 80 km/h pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes et leur interdit l'accès à la nationale 118. L'actualité, c'est aussi la poursuite de l'enquête au lendemain de l'incendie qui a fait 2 morts et 25 blessés hier matin à Courchevel. On ne connaît pas encore les causes précises du sinistre.
Gaël Charnet et Éric Nappi ont recueilli le témoignage du père d'une des victimes blessées dans cet incendie. Ce sont des parents bouleversés que nous avons rencontrés. Leur fille Ambre, 24 ans, gouvernante assistante dans un hôtel 5 étoiles, logée dans la résidence qui a pris feu. Comme d'autres, pour échapper aux flammes, elle a sauté du 3e étage. Elle a eu un sacré courage de sauter. La voici à l'hôpital hier, juste avant son opération. Moi, quand j'étais sur la fenêtre, la porte de sortie, elle était sur ma gauche. Et tu n'as pas pu la prendre? Les gens, non, je ne pouvais pas aller dans le couloir. Mais les gens, ils étaient bloqués dans la porte de sortie, ils ne pouvaient pas descendre les escaliers, je crois. Avec 2 vertèbres brisées, elle ne remarchera peut-être pas. Des issues de secours condamnées, des extincteurs vides et des plafonds rongés par la moisissure. C'est aussi ce que décrivent ses anciens résidents. Pascal Majordome y a passé 7 saisons. On aurait pu tout s'y passer, quoi. Moi, j'allais des fois me coucher à minuit ou à 1h quand je finissais mon travail. Je me disais peut-être que je ne vais pas ouvrir mes yeux parce qu'il y aurait eu un incendie dans la nuit. Crème, brosse à dents. Et pour les 60 rescapés qui ont tout perdu, l'élan de solidarité est impressionnant. Des centaines de vêtements, de produits d'hygiène, venus de toute la vallée. Ça nous fait quelque chose. C'est petit ici, hein. On se connaît tous, on se voit tous. Dans le bâtiment en partie ravagé, l'enquête se poursuit. Cet après-midi, un chien spécialisé dans la recherche de produits inflammables a marqué un des appartements au 2e étage. Pour l'heure, les enquêteurs ne privilégient toujours aucune piste. Les auditions des victimes vont se poursuivre pendant plusieurs jours. C'est une entreprise dont le nom est associé à l'un des plus grands scandales sanitaires de ces 10 dernières années. Le procès des anciens dirigeants de la société Spanghero s'est ouvert aujourd'hui à Paris. En février 2013, on apprenait que la marque vendait de la viande de cheval présentée comme de la viande pure bœuf. 6 ans plus tard, les consommateurs sont-ils mieux informés? Les contrôles ont-ils été renforcés? Carole Vénua et Thierry Valta ont enquêté. Savoir d'où vient la viande des plats préparés, une évidence pour de nombreux clients qui gardent en mémoire l'affaire des lasagnes à la viande de cheval. Si je vous dis scandale des lasagnes à la viande de cheval, ça vous évoque quoi? Une défaillance, un scandale sanitaire. Alors la réglementation a-t-elle changé en France? Oui, elle s'est durcie. Les amendes pour tromperie ont été décuplées. Depuis 2017, l'indication du pays d'origine de la viande est obligatoire et lorsqu'elle est française, les marques l'affichent en gros sur l'emballage et en font un argument de vente. Une exception française qui va dans le bon sens pour cette association de consommateurs, avec toutefois un bémol. Les industriels ont obtenu une sorte de dérogation qui leur permet, dans certains cas, d'indiquer une origine beaucoup plus floue, telle que Union européenne, ou bien non-Union européenne, ou bien les deux. Union européenne, non-Union européenne, c'est-à-dire on dit simplement que la viande est originaire de la terre. La traçabilité est-elle une garantie? Oui, après la crise de la vache folle en 2002, la filière a mis en place un système de codage de l'animal jusqu'à l'assiette. Dans chaque lot, on répertorie le numéro de l'animal, ce qui nous permet de pouvoir avoir un suivi exact de quel animal est venu de chez qui, il est arrivé quand, il a été tué quand, etc. etc. Des efforts appréciés par les clients. Ça rassure un peu, mais maintenant voilà, reste à savoir si ça va continuer à se développer et surtout être contrôlé derrière pour avoir les bonnes informations. Les contrôles sont-ils suffisants pour vérifier ces informations? Non, estime une association. Le nombre d'inspections sanitaires a baissé de façon spectaculaire, affirme-t-elle, moins 37% entre 2012 et 2017. Un chiffre que les services de l'État ne nous ont pas confirmé. Au chapitre politico-judiciaire, la nouvelle audition d'Alexandre Benalla devant la commission d'enquête du Sénat. Il s'agit bien sûr de l'affaire des passeports diplomatiques. L'ancien chargé de mission de l'Élysée en possédait 4. Interrogé pendant plus de 2 heures, il a pratiqué ce qu'on appelle l'art de l'esquive. Arnaud Etcheverry. Costume bleu, rasé de près, Alexandre Benalla a rendez-vous avec les sénateurs pour la 2e fois en l'espace de 4 mois. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. L'ancien chargé de mission de l'Élysée sommet de s'expliquer. Pourquoi a-t-il continué à utiliser ses passeports après son licenciement? Pendant plusieurs semaines, Alexandre Benalla a eu 4 passeports, dont 2 diplomatiques, qui lui ont permis de faire 23 déplacements, en Afrique notamment. C'était une bêtise, une erreur de ma part, et ça ne m'a pas facilité la vie plus que ça. Moralement, il aurait été plus prudent de les laisser dans le sac plastique.
L'ancien protégé du président n'en dira guère plus. Qui lui a attribué ses passeports? Quelles sont ses activités depuis son licenciement? Alexandre Benalla se retranche à chaque fois derrière l'enquête judiciaire en cours. Je préférerais répondre à la justice, devant laquelle il y a des... Vous choisissez à qui vous préférez répondre. Tout à fait. Je pense que ça ne vous concerne pas aujourd'hui, monsieur le co-rapporteur. Mais si, ça me concerne. Le fait que vous ne répondiez pas engendre forcément le soupçon. 2 heures d'audition pendant lesquelles il précise qu'il n'a joué aucun rôle officieux depuis son départ de l'Élysée. Je ne détiens aucun secret. Je ne fais aucun chantage. Mis en examen pour usage abusif de passeport, il l'est aussi pour violence en réunion lors du 1er mai, des faits pour lesquels il risque jusqu'à 5 ans de prison. Les petits plats dans la galerie des glaces du château de Versailles. Emmanuel Macron accueille aujourd'hui une centaine de grands patrons de grandes entreprises internationales. Parmi eux, vous allez les apercevoir, le géant de l'acier, Lakshmi Mittal, le patron de Snapchat. Également, il veut les inciter à s'implanter et à investir en France pour créer de l'emploi. Le contexte n'est pas idéal, les télévisions du monde entier ayant relayé depuis plusieurs semaines des images plutôt agitées venues de France. L'an dernier, la même opération avait déjà eu lieu, et c'était déjà à Versailles. A-t-elle porté ses fruits? Un groupe pharmaceutique britannique a inauguré aujourd'hui une nouvelle usine à Dunkerque. 130 emplois vont être créés. Reportage Johan Engen, François Ouasson et Alison Tassin. Dans cette usine pharmaceutique basée à Dunkerque, branle-bas de combat ce matin. Ça, c'est un nouvel équipement qu'on a. L'entreprise anglo-suédoise inaugure un nouveau laboratoire spécialisé dans les maladies respiratoires. 135 millions d'euros investis et 130 emplois à la clé. Pourquoi ont-ils choisi la France et pas un autre pays? On a un centre logistique à Dunkerque avec les routes, la voie ferroviaire, et la voie maritime et aussi aérienne, qui est très avantageux par rapport aux autres endroits en Europe ou au monde. Des infrastructures et une position géographique qui permettent à l'entreprise d'exporter 99% de ses médicaments. La France a donc des atouts. Et selon certains patrons, l'image du pays a changé depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Ça envoyait une image de la France qui était pro-emploi, pro-investissement, que ce soit la réforme en matière sociale, en matière de droit de travail, en matière fiscale. En 2014, seulement 23% des chefs d'entreprise étrangères considéraient comme une bonne idée d'investir en France. Aujourd'hui, ils sont 74%. La France arrive désormais en tête des pays européens où les étrangers investissent le plus, devant le Royaume-Uni et l'Allemagne. Ainsi, ce constructeur automobile japonais, installé à Valenciennes depuis 20 ans, agrandit encore son usine de production. 200 millions d'euros dépensés et 250 personnes embauchées en 2018. Alors certes, la main-d'œuvre est ici plus chère qu'en Europe de l'Est ou en Asie, mais pour l'entreprise, l'essentiel est ailleurs. On trouve en France une main-d'œuvre plus qualifiée et plus engagée, plus motivée que dans d'autres pays européens. Cet employeur n'est pas le seul à compter sur des salariés qualifiés. Depuis 2 ans en France, il y a plus de sites industriels qui se créent que de sites qui disparaissent. Le jour même où Emmanuel Macron reçoit, on l'a vu il y a un instant, les grands patrons étrangers, l'ONG Oxfam publie son rapport annuel sur les inégalités. Et d'après cette étude, les 26 plus grandes fortunes mondiales détiennent autant de richesses que la moitié la plus pauvre de la population de la planète, soit 3,5 milliards d'habitants. Bonsoir François Langlais. Bonsoir Gilles. Ce chiffre est à peine croyable. Oui, c'est une comparaison faite par Oxfam qui est saisissante, évidemment, qui est un peu trompeuse. Parce que la fortune des milliardaires concernés est bien souvent professionnelle et non pas privée. Si Jeff Bezos possède 100 milliards d'euros, c'est la valeur de la part qu'il détient dans l'entreprise qu'il a fondée, Amazon. Et c'est une valeur boursière, souvent changeante, et portée à l'excès par des marchés financiers euphoriques. Mais l'étude montre bien que la concentration de la richesse s'est accrue. Oui, c'est vrai, c'est incontestable et c'est bien sûr une conséquence de la mondialisation. Mais quitte à faire le bilan, n'oublions pas que cette mondialisation et le capitalisme ont permis aussi de sortir de la misère plusieurs centaines de millions de personnes en Chine, en Inde, au Vietnam, en Corée, en Amérique du Sud. Et entre la Chine des années 80 et celle d'aujourd'hui, la progression du niveau de vie a été sans équivalent à aucune période de l'histoire de l'humanité, grâce au commerce international et puis à l'ouverture des marchés. En somme, cette mondialisation, elle a 2 effets inséparables. Elle augmente les inégalités au sein d'un même pays, en offrant des opportunités d'enrichissement à certains, mais en revanche, elle réduit les inégalités d'un pays à l'autre parce qu'elle permet à certaines nations pauvres de rattraper leur retard économique.
Merci beaucoup François. Et puisque nous parlons de fiscalité, de pouvoir d'achat, d'inégalité entre différentes régions, tous les soirs cette semaine, nous irons à votre rencontre, loin des grandes agglomérations. Ce soir, direction Sedan, 17 000 habitants, autrefois connue pour son industrie textile florissante. La ville compte aujourd'hui 10% de chômeurs, c'est à peine plus élevé que la moyenne nationale, mais dans certains quartiers, le taux de chômage est de 20%. Reportage sur place, Vincent Ditch et Vincent Rucli. Son château fort, le plus massif d'Europe, a sûrement protégé Sedan de nombreuses invasions, mais il n'a pas empêché la deuxième ville des Ardennes de perdre lentement ses emplois depuis 40 ans. Dans ce café du centre-ville, nous croisons justement ceux qui ont vécu ce déclin de l'industrie ardennaise. Je peux juste vous dire que nos enfants, nos petits-enfants, s'ils veulent s'en sortir, ils vont partir ailleurs pour avoir du boulot. Voilà. Alors qu'à l'époque, moi, quand je suis rentré chez Target en 78, on était quand même 2500 personnes. Là, ils sont plus de 300. Ils ont arrêté les 3-8, ils font que les 2-8. Et si ça continue comme ça, l'usine va fermer, quoi. Aux portes de la ville, certaines entreprises sont effectivement en difficulté. Mais d'autres, comme la fonderie AFS, annoncent quelques embauches. Tout autour de cette usine, le quartier a bénéficié de 50 millions d'euros d'argent public pour la rénovation urbaine. Ce qui n'empêche pas 20% de ces 3000 habitants d'être au chômage. Quand on se retrouve sans emploi, il faut faire des formations pour faire des remises à niveau. Moi, j'en ai fait plusieurs. J'ai des diplômes, mais bon, je trouve rien. Ici, seul le centre social offre des activités aux habitants et un peu d'aide aux démarches de recherche d'emploi. Ce jour-là, il y a aussi un atelier cuisine. Tiffany, 22 ans, titulaire d'un bac pro logistique, y participe pour s'occuper, faute de travail. J'ai pas le permis, donc je pense qu'il faut le permis dans les Ardennes pour trouver du boulot parce qu'il n'y a pas grand-chose sur le Sedanais. Et du coup, ça me bloque un peu. Le permis, vous avez essayé de l'avoir? Il faut l'argent. Il faut les moyens. Et pour les moyens, il faut travailler. Et pour travailler, il faut le permis. Donc c'est compliqué. Il me faut rire parce qu'ils disent toujours vous n'avez pas l'expérience pour vous prendre dans le travail. Et s'ils ne donnent pas l'expérience aux gamins pour se lancer dans le boulot, comment voulez-vous que les gamins ils rentrent dans le métier du travail? Des emplois, il y en a pourtant à Sedan. Sinon, la ville ne compterait pas 14 agences d'intérim. Mais alors pourquoi tous ces emplois locaux restent sans candidat? Sur le Sedanais, on rencontre un problème où les formations sont principalement tertiaires alors que nos besoins sont dans l'industrie, dans le bâtiment. On a besoin qu'il y ait plus de personnes qui aillent se former vers ces métiers-là, quitte à les faire évoluer par la suite. Bonjour, monsieur Caillot. Jean-Claude Caillot préside une structure d'insertion et de formation. Il vient aujourd'hui essayer de convaincre un entrepreneur en bâtiment de recruter en apprentissage, mais la réponse est souvent la même. Le seul truc, c'est que c'est les charges qui nous assomment. Alors d'aujourd'hui, en 10 ou 11 ans de temps, moi j'ai vu les charges exploser. Et faute de pouvoir offrir de bons salaires, Sedan peine aussi à recruter des cadres ou des ingénieurs, tout aussi indispensables à l'économie locale. Emmanuel Macron, entre les Gilets jaunes et les plus grands patrons du monde, LCI revient ce soir sur la semaine chargée du chef de l'État. C'est dans le grand dossier. Rendez-vous à 20h50, canal 26. L'un des meilleurs moyens de lutter contre l'enclavement, c'est bien sûr le développement des transports. Ces dernières années, plusieurs villes ont profité de la construction de lignes à grande vitesse. C'est le cas de Rennes. Depuis 2 ans, la préfecture de l'Ille-et-Vilaine n'est plus qu'à 1h25 de Paris. Conséquence immédiate, les prix de l'immobilier ont flambé, plus 9,6% en un an. Thomas Jarion et Clément Biet ont voulu en savoir plus. Il aura suffi de 2 visites seulement pour que ce 2 pièces de 50 mètres carrés trouve preneur. Il s'est vendu au prix à la somme de 208 000 € net vendeur. C'est typiquement le genre de bien qui se serait vendu entre 180 et 190 000 € maximum l'année dernière. Un tel appartement en centre-ville, c'est devenu une perle rare. Les appartements les plus recherchés sont principalement les T3 centre et péricentre. Là, on peut avoir jusqu'à 25-30 acheteurs sérieux. Et malheureusement, on manque énormément de biens sur ce profil-là. À Rennes, l'immobilier s'envole. Dans le centre, les prix des appartements anciens ont grimpé de 15% en un an. Il faut dire que la cité bretonne est régulièrement en tête du classement des villes de France où il fait bon vivre. La métropole gagne 6 000 habitants chaque année. Difficile de loger tout le monde. Virginie, par exemple, cherche à acheter depuis 8 mois, sans succès. J'ai été surprise parce que je n'imaginais pas que c'était ces prix-là, en tout cas pour le centre-ville. Et j'imaginais surtout pas qu'il y ait si peu de biens. Son budget est pourtant conséquent. Elle est prête à dépenser 200 000 € pour un 2 pièces en centre-ville.
Je voulais absolument un parking, par exemple, une place de stationnement. Bon, je vais peut-être rogner là-dessus pour pouvoir continuer à avoir le même mode de vie, entre guillemets, citadin. La concurrence entre les acheteurs est d'autant plus grande que de nouveaux acquéreurs sont arrivés. Depuis 2017, avec la ligne à grande vitesse, Rennes n'est plus qu'à 1h25 de Paris. Les Franciliens se sont laissés séduire par l'investissement locatif et les locataires ne manquent pas. Près d'un Rennais sur 3 est étudiant. En 2018, plus de 13% des investissements dans le neuf à Rennes sont faits par des Franciliens. Ce chiffre est un chiffre jamais atteint puisque nous étions plutôt de l'ordre de 5% il y a encore 5 ans. Alors les Rennais sont nombreux à s'éloigner du centre pour se loger. Et là aussi les prix flambent. Ici à 5 minutes de Rennes en voiture, le prix de l'immobilier a bondi de 10% en un an. Vous avez des enfants, leur anniversaire approche. Vous êtes un peu stressé à l'idée d'accueillir 25 garnements aussi survoltés que Taras Bulba. Pas d'inquiétude, depuis quelques années, il est possible de confier cette mission délicate à des entreprises spécialisées pour quelques dizaines d'euros. Reportage avec ballon, popcorn et langue de belle-mère. Nathalie Chiesa et Patrick Delanne. Bienvenue dans le paradis des anniversaires pour les 4-8 ans. Au programme ce matin, pour le petit Timéo, les traditionnels gâteaux, bonbons et autres cadeaux. Mais ce qui l'intéresse surtout, c'est l'accès sans limite pour lui et ses copains aux salles de jeu. 124 € l'anniversaire avec 10 invitations, une formule qui séduit de plus en plus de parents. Tout organiser, trouver les jeux, trouver les occupations, voilà. Donc là, du coup, j'ai rien à faire. Il y a des animateurs, donc on n'a pas à gérer l'anniversaire comme on peut le faire à la maison. Donc il y a ce stress en moins. Ils peuvent pas se faire mal, ils s'éclatent et bon, ils sont fatigués. Donc du coup, les parents, c'est bien aussi pour eux. Il y a 10 ans, lorsque Kizou Aventure a ouvert ses portes, l'établissement était l'un des seuls à proposer des anniversaires clés en main. Aujourd'hui, dans l'agglomération clermontoise, plus de 20 entreprises en ont fait leur business. La clé du succès, que l'enfant se sente roi ce jour-là. Un anniversaire réussi, ça nous amène des potentiels clients. Et un anniversaire raté nous en fait perdre beaucoup. Donc c'est pour ça que c'est très très important qu'on ne rate pas l'événement de l'année pour l'enfant. Et à partir de là, les copains qui sont autour ont envie de venir chez nous. Joyeux anniversaire Louise. On garde le gâteau, mais changement total d'ambiance pour Louise, 13 ans. Elle a donné rendez-vous à ses copines au Laser Game Evolution. Ici, chaque année, on célèbre 2500 anniversaires, entre 80 et 90 chaque week-end. Les adolescents adorent le concept. 2 équipes s'affrontent dans un labyrinthe dans le noir. Sensation garantie. C'est un des meilleurs endroits pour fêter son anniversaire. C'est génial, franchement, on s'amuse bien et puis il fait très chaud. On a plein d'endroits où se cacher, c'était vraiment super bien. Une salle de trampoline associée au laser game, c'est la formule mise en place par l'établissement pour conserver ses clients déjà séduits et en attirer de nouveaux. Le tarif, 170 € pour 10 cartons d'invitation et un espace privatif pour faire comme à la maison. L'addition n'a pas effrayé la mère de Louise. C'est un budget, mais le temps que je ne passe pas à la maison, je gagne du temps. Parce qu'à la maison, il faudrait tout préparer, après il faut tout laver, il faut tout organiser. Ici, tout est prêt. En Europe du Nord notamment, ces établissements ont connu ces dernières années un réel succès. Parmi les explications, à chaque fois les goûters d'anniversaire sont une porte d'entrée vers d'autres marchés. C'est un phénomène très très fédérateur. Un papa qui va être entrepreneur va découvrir le site, l'activité et va souvent se renseigner et revenir avec son entreprise. Autre secteur qui a misé sur les goûters d'anniversaire pour développer son activité, les salles d'escalade. Ici, des structures ludiques ont été spécialement installées, une façon d'épater les copains et de s'initier en toute sécurité. J'ai monté tout en haut. T'as l'air super contente d'être là, raconte-moi pourquoi. Parce que c'est très bien et moi j'adore ça. Là, il y a un peu plus d'adrénaline, un peu plus de jeu, un peu plus d'aventure. Dans cette salle, à mi-chemin entre escalade, acrobranche et parcours Ninja Warrior, les goûters d'anniversaire permettent aux enfants comme aux parents de découvrir l'escalade en salle. Une activité en plein essor en Auvergne, notamment les mois d'hiver. On peut commencer par ça et puis après on voit que de l'autre côté, il y a de l'escalade, il y a l'activité sportive et du coup on dit oui ça va être bien, peut-être que la prochaine fois je vais pouvoir revenir et commencer à goûter à l'escalade. En France aujourd'hui, un goûter d'anniversaire tout organisé revient en moyenne à 150 €. Même les familles les plus modestes consentent à cet effort financier. Il n'est pas rare que les parents demandent à payer en plusieurs fois.
Vous en avez peut-être fait l'expérience douloureuse. Votre adresse, vos coordonnées bancaires, votre date de naissance sont régulièrement prises pour cible par des pirates informatiques. Un nouveau piège est apparu il y a quelques mois. Des bons d'achat ou des réductions apparemment très alléchantes sur Internet. Le plus souvent, faites attention, ce sont des fraudes. Valentin Després et Thierry Hackett ont enquêté. Sur les réseaux sociaux, ce sont des messages alléchants face auxquels il est difficile de résister. Des places gratuites pour 500 foyers dans un célèbre parc d'attractions, 75 € de bons d'achat valables dans une grande chaîne d'ameublement, ou encore 250 € offerts à tous par une grande surface pour fêter son 61e anniversaire. Pourtant, ces annonces sont bel et bien des arnaques pour obtenir nos données personnelles. C'était une publicité pareil pour Disneyland et qui circulait, du coup quand tu ouvrais le lien, en fait, ça partageait, ça l'envoyait à tes contacts. Moi, je suis de la génération, on les connaît, les messages virus, les messages mensonges, il y en a plein sur les réseaux sociaux. Du coup on sait à quoi s'attendre. Mais par exemple mon père qui est tout nouveau sur les réseaux sociaux et qui a 64 ans, lui il se fait avoir à chaque fois. On appelle ça le hameçonnage, une pratique déjà connue sur Internet avec des offres inventées ou de faux sites administratifs comme les impôts par exemple. Désormais, l'arnaque arrive sur les réseaux sociaux via nos amis ou collègues sur les messageries en ligne. On fait confiance à ce genre de message car il provient d'une personne qui est dans son environnement, un contact qui est enregistré dans notre carnet d'adresses. Donc en cliquant sur le lien, on pense qu'effectivement, il y a quelque chose à gagner, quelque chose de gratuit au bout du clic. Pourtant, si vous cliquez, vos coordonnées bancaires seront exploitées et vos données revendues à des publicitaires. Alors pour l'éviter, vérifiez bien les promotions proposées par les marques sur leur site officiel. Et si vous êtes victime d'une arnaque, rendez-vous sur le site internet de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité chargée de recueillir tous les signalements. Il fallait rester éveillé tard, très tard, jusqu'à 3h30 la nuit dernière pour assister à ce spectacle rarissime, l'alignement de la Lune, du Soleil et de la Terre, un cocktail interstellaire de couleur rouge-orangé. Rendez-vous en 2029 pour la prochaine éclipse totale visible en France. Alors est-ce un hasard? C'est en tout cas aujourd'hui que le groupe Ariane et l'Agence spatiale européenne ont annoncé leur intention d'aller sur la Lune d'ici 2025. Bonsoir ma chère Christine Chapelle. 50 ans après Apollo 11, on a l'impression que tous les pays, ou presque, veulent retourner sur la Lune. Alors effectivement, le 3 janvier dernier, les Chinois posaient un robot sur la face cachée de la Lune. Le 30 janvier prochain, ce sont les Indiens qui vont tenter l'expérience. Et donc, on a appris ce matin que l'Agence spatiale européenne avait commandé à Ariane Group un robot pour un alunissage en 2025. Et pourquoi retourner maintenant sur la Lune et pour y faire quoi? Eh bien, tous ces robots, qui ressembleront beaucoup à celui qui arrive là, ils vont d'abord chercher de l'eau. Parce que depuis 2008, on sait qu'il y a beaucoup d'eau sur la Lune. Alors attention, pas de l'eau liquide, il n'y a pas de rivière, des molécules cristallisées qui pourraient être très utiles si un jour on installe une base permanente. On va chercher ensuite de l'hélium 3. C'est une source d'énergie qui pourrait être très intéressante sur la Terre comme sur la Lune. Et enfin, les industriels s'intéressent beaucoup aux terres rares, des minerais indispensables pour la construction de nos smartphones ou de nos tablettes. Alors, toutes ces missions sont toutes robotisées. Il y a des projets avec des humains, mais ça, ce sera pour plus tard. Merci beaucoup. Nous passerons le message à Thomas Pesquet. Revenons sur la terre ferme et remontons le temps. Je vous emmène dans la province de Sénia, au sud de Barcelone. C'est là que se trouve la plus grande concentration d'oliviers millénaires au monde, plantés au temps des Romains. Ces arbres sont aujourd'hui en danger. Certains sont arrachés puis revendus à prix d'or à des particuliers. Charles Divot et Maxime Rousseau sont revenus de ce reportage éblouis. Imaginez que chaque contorsion, chaque torsade de cet arbre a nécessité des siècles pour se dessiner. Plantés pour les plus vieux sous l'Empire romain, ces oliviers semblent comme enracinés à tout jamais. Des œuvres d'art de la nature qui atteignent parfois des dimensions impressionnantes. Regardez, si le tronc dépasse les 3,50 m de circonférence, alors c'est un olivier millénaire. Amador Pesset est le gardien de plus de 200 oliviers millénaires. Des arbres qui, s'ils pouvaient s'exprimer, raconteraient des siècles d'histoire. Tous ces arbres ont été plantés sous l'Empire romain. Ensuite, ce sont les musulmans qui les ont cultivés pendant l'invasion. Et ils ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Et désormais, c'est nous qui nous en occupons. Nous sommes dans le territoire de la Sénia, où se trouve la plus grande concentration d'oliviers millénaires au monde, plus de 5000.
Et ici, le doyen, c'est lui. Cet arbre a presque 2000 ans. Il a été planté en 314. Grâce à plusieurs datations scientifiques, nous sommes certains à 100% que cet arbre est le plus vieil olivier au monde. Ces arbres ont pourtant bien failli disparaître, déterrés et revendus à des particuliers pour plus de 60 000 € pièce. Une pratique désormais interdite. Alors beaucoup de ces oliviers ont été abandonnés, faute de valeur et de productivité. Normalement, on devrait en trouver au moins 4 dans ce champ. Carte et GPS à la main, Thérèse et Fanny jouent tous les jours aux détectives. Elles arpentent des milliers d'hectares à la recherche de ceci, un olivier envahi par les ronces et les broussailles. Celui-là, il est abandonné depuis 20 ans au moins. Notre travail consiste avant tout à redonner vie à ces oliviers en mettant en contact les propriétaires des champs qui ont abandonné les arbres avec des agriculteurs qui, eux, souhaitent les cultiver et les sauver. Une fois recensé, l'olivier millénaire va pouvoir être élagué par les agriculteurs de la région. Un travail colossal. C'est un travail très difficile, mais une fois terminé, lorsque l'on voit l'arbre sauvé, on se dit que ça valait le coup. Il faut dire qu'une fois récupérés, ces arbres monumentaux valent de l'or. L'huile d'olive qui en est extraite s'exporte dans le monde entier. En une journée, je peux produire près de 800 bouteilles d'huile. Et presque toute ma production part à destination de l'Asie, vers le Japon, la Chine et Taïwan. Mais cette huile a un coût. Comptez 20 € pour une bouteille d'huile d'olive millénaire. Un prix qui s'explique par la qualité, mais surtout par la rareté du produit. Seulement 8000 litres extraits l'an dernier de ces arbres spectaculaires. Je vous retrouve tout de suite pour votre mag et pour la météo d'Evelyne Delia. Nous suivrons une formidable auxiliaire de puériculture. Sonia a inventé une méthode pour apaiser les nouveau-nés. Elle les baigne, elle les caresse et elle leur parle. A tout de suite dans un monde de douceur. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.